Bonjour et bienvenue dans une édition spéciale de African Hour. Je suis Froun Kimbeng, votre serviteur et humble hôte. Aux commandes se trouve Francis Awunkang, mon ingénieur technique. Notre invité spécial est le professeur Patrice Ngana, professeur au département de littérature comparée de Sunnybrook University, New York, professeur des études culturelles et littérature comparée, philosophie européenne, littérature africaine, colonialisme et théorie de la violence. A professor at Stony Brook University has been detained in the African country of Cameroon, accused of insulting the country's president. Cameroonian-American writer Patrice Ganan was arrested while trying to leave the country. Well, Ganan wrote an article critical of how Cameroon has handled a secessionist movement, which is what may have led to these charges. The writer's lawyer says Ganan does not represent a threat, though, because he's always been a peaceful activist. Prof, en tant qu'à l'université, vous étudiez les différentes ramifications de la violence et vous vous intéressez particulièrement aux actives coloniales. Vous avez également publié sur de nombreux sujets liés à la littérature, au théâtre et aux cultures africaines post-coloniales. Dans votre écriture, vous avez dit que votre objectif est de transformer la ville de votre naissance, Yaoundé, qui est la capitale du Cameroun français, et en une bibliothèque, de reconstruire les voix, les odeurs, les goûts et les langues des gens afin de créer un sens de cette ville en lettres. Prof, en tant qu'ancien prisonnier d'opinion au Cameroun, quel message avez-vous pour les soldats camerounais tuant des Ambazoniens innocents? Non, c'est un message qui est vraiment immédiat, hein? C'est-à-dire, ce n'est qu'un soldat qui n'a aucune éducation historique, qui peut aller dans Onoso, n'est-ce pas, tuer ses propres frères. C'est un soldat qui en fait n'a rien dans la tête. Parce que déjà, historiquement, il se base sur des ordres qui sont donnés par des gens qui, n'est-ce pas, ne sont Onoso que pour puiser des richesses dont lui-même, en tant que soldat, ne bénéficie pas du tout. C'est-à-dire que les soldats qui sont envoyés au Nosso, ils ont un salaire d'à peu près 80 000 francs CFA, avec ce qu'ils appellent le mboma, c'est-à-dire les primes de risque, etc. Ça ajoute un peu d'argent dessus, ça veut peut-être 150 000, etc. Donc, c'est une poignée de dollars. Mais ceux qui les envoient, ils insistent sur le maintien du Nosso à cause du pétrole. C'est-à-dire que les ressources, les biens que les généraux, etc., puisent du Nosso en font des milliardaires. Mais les soldats qui s'en vont eux-mêmes tuer, en fait, ils se font tuer pour rien du tout. C'est-à-dire qu'ils travaillent pour des gens qui exploitent la zone anglophone, qui exploitent le Nosso pour leurs propres biens personnels surtout, et en tirent des richesses dont les soldats ne reçoivent rien. Donc, je dirais que c'est une erreur historique absolument terrible que de s'engager dans une guerre comme celle-là, où on est en train de tuer ses propres frères pour rien. Alors, ce que je leur ai toujours dit, vraiment de déserter. Tout simplement, de déserter. De déposer leurs armes et de déserter parce qu'ils seront tués pour rien. Voilà ce que je leur dis.
Prof, merci beaucoup. Vous adressez à nos frères francophones. Vous-même, vous avez vécu, vous étiez en prison parce que vous avez écrit de ce qui se passe au Cameroun, notre pays entre les frères et les sœurs. Alors que maintenant, prof, veuillez parler au peuple camerounais et particulièrement à l'armée camerounaise pour qu'elle se soulève contre la dictature de M. Biya. Bon, déjà, il faut dire que pendant 2 ans, c'est-à-dire de 2018 à 2020, j'ai dirigé une opération qui s'appelait Scalois. Et elle consistait à financer des soldats qui avaient décidé de quitter l'armée. Donc, le principe était de leur rembourser leur salaire pendant 1 an, l'équivalent de leur salaire pendant 1 an, pour leur permettre donc, lorsqu'ils auraient quitté l'armée, de s'installer quelque part à l'extérieur du Cameroun. Parce qu'on ne voulait pas, n'est-ce pas, financer des gens qui sont encore à l'intérieur du Cameroun et qui peuvent retourner dans l'armée, c'est-à-dire des gens qui prennent par exemple une pause, qui prennent par exemple, c'est-à-dire qui se mettent en disponibilité, n'est-ce pas, et puis ils reçoivent l'argent et puis ils reviennent. Donc, l'une des conditions, c'était que ces gens-là quittent le Cameroun et on les finance à l'extérieur du Cameroun. Et donc, je l'ai fait pendant 2 ans. Vraiment, pendant 2 ans, j'ai envoyé leur salaire à des dizaines de soldats, c'est-à-dire vraiment, ils étaient nombreux à travers l'Afrique. Hein? Donc, j'étais toujours sur Western Union en train d'envoyer le salaire à ces soldats-là. Et donc, l'argent était levé par des compatriotes, n'est-ce pas, par des compatriotes de bonne volonté qui finançaient ça, des compatriotes de la diaspora. Parce qu'il faut savoir que le salaire d'un soldat au Cameroun pour quelqu'un dans la diaspora, c'est vraiment très peu. C'est-à-dire que beaucoup de gens à la diaspora peuvent soutenir des soldats qui ont déserté. Et c'est ce qui a eu lieu. Donc, c'est ce qu'on appelle ici sponsorship. Vous pouvez sponsoriser un soldat déserteur. Et plusieurs de ces soldats d'ailleurs me contactent parfois. J'ai volontairement arrêté d'avoir des contacts avec eux parce que ce sont des gens qui... c'est un métier dans lequel je ne souhaite pas nécessairement exercer. Mais beaucoup de ces soldats me contactent toujours, etc. Et beaucoup ont refait leur vie. Donc, ce que moi, je dirais aux soldats camerounais qui actuellement sont au NOSO, moi, je leur dirais que, basé sur ma propre expérience avec les soldats, avec leurs propres collègues, c'est possible c'est-à-dire de se refaire sa vie à l'extérieur de l'armée. C'est absolument possible. C'est beaucoup de ces soldats-là, ils ont refait leur vie, ils ont cessé de tuer. Ils sont en Afrique, etc. Il y en a qui étaient, n'est-ce pas, à Dubaï, des pays comme ça, mais on les a soutenus. Il y en a qui étaient en Amérique latine, n'est-ce pas, on les a soutenus. Donc, c'est bien possible de refabriquer, de refaire sa vie. Et j'estime que refaire sa vie, c'est pas... En fait, un soldat, c'est un jeune garçon, c'est un jeune homme. Hein? Donc, c'est pas handicapé. Hein? C'est quelqu'un qui a des muscles, qui est recherché vraiment partout. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui se porte bien. Il a sa vie devant lui. Oui, oui, c'est quelqu'un qui a un physique imposant. C'est quelqu'un vraiment qui... logiquement, n'a pas de problème. Et la majorité n'a pas de problème. Hein? C'est-à-dire, lorsqu'ils quittent le Cameroun, ils n'ont pas de problème. Ils n'en ont pas. Donc, j'en ai d'ailleurs soutenu quelques-uns en Turquie, en Algérie d'ailleurs, au Maroc. Ils étaient partout, quoi. Ils étaient vraiment partout. C'est l'un des programmes que j'ai fait avec le plus de plaisir. Ça s'appelait Pascal. En fait, il y avait un chapitre Pascal. Mais en général, c'était les Scalois. Donc, voilà. Scalois, c'était pour soldats camerounais libres. Soldats camerounais libres, SCAL. Donc, on disait Scalois, c'était un Scalois. Donc, et même jusqu'à présent, beaucoup de francophones me contactent, me demandent de relancer les Scalois. Hein, et donc, je suis très heureux de cette initiative hein, et j'estime qu'elle est salutaire parce que dans toute guerre,
Il y en a qui vont déserter. Dans toute guerre, il y a des structures pour ceux qui ont déserté. Et dans tout travail révolutionnaire, il y a, il y a un travail spécifique pour les soldats qui désertent. J'estime que c'est un très bon travail. Prof, vous êtes vraiment un activiste et que Dieu vous bénisse. Merci. Et prof, en tant qu'enseignant international, nos ministres, le président et tous les hommes qui gouvernent le pays, où sont leurs enfants? Est-ce que les enfants sont dans l'armée? Et s'ils n'ont pas, pourquoi les enfants des Camerounais se tuent? Pourquoi ils se tuent? Est-ce que vous pouvez parler de cela, prof? J'ai beaucoup réfléchi là-dessus parce que déjà, j'ai écrit 3 livres sur l'armée camerounaise. Hein. Donc, l'armée camerounaise de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale et durant la guerre de 70. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur l'armée camerounaise. J'ai travaillé dans les archives françaises, américaines, allemandes, etc. pour comprendre un peu la naissance, l'évolution et la structure de l'armée camerounaise. Évidemment, avec moi-même, j'étais en prison. Et même avant d'y aller, je travaillais déjà avec des soldats, c'est-à-dire pour pouvoir les comprendre. Parce que j'avais, au début de la guerre contre Boko Haram, j'avais levé des fonds pour un soldat qui s'appelait Donken, qui avait été tué à Kolofata, du Bir. Donc, dans le premier t-shirt même que j'ai fait et que j'ai fait circuler au Cameroun, l'un des premiers, c'était pour un soldat, Donken. Ça veut donc dire que les soldats me sont à cœur. Et moi, j'ai toujours dit que s'il y avait peut-être une profession que je ferais sans aucun problème, ce serait ministre de la Défense parce que je suis tacticien de nature et stratégiste de nature. Donc, et la logistique, c'est quelque chose qui moi m'intéresse toujours. Et les soldats, c'est la logistique. Donc, être soldat, c'est la logistique. Et donc, je pense que partant de cela, je veux par là dire que mon expérience de soldat n'est pas seulement théorique, hein, c'est aussi pragmatique. Par exemple, pour l'escalois, nous travaillions avec un officier qui a été formé à Saint-Cyr. Donc, je ne travaille pas avec du ramassis, quoi. Donc, je suis conseillé vraiment par des gens qui sont très bien assis. Un officier formé à Saint-Cyr. Et donc, dans le groupe qui me conseillait, il y avait de nombreux officiers, francophones, anglophones aussi. Donc, ça dit parce que les soldats camerounais sont vraiment installés dans l'armée américaine, l'armée française, canadienne, n'est-ce pas? Hein? Dans les armées européennes, américaines. Il y a des soldats camerounais, des officiers hein, partout. Donc, c'est eux qui me conseillaient. Et c'est eux qui ont rendu ce travail-là possible. Donc, c'est sur la base de ça que moi, je peux dire que les soldats qui sont envoyés au front, là, vraiment, c'est très triste hein, parce qu'ils sont vraiment littéralement envoyés pour être tués. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune compassion pour eux, aucune. Et je le dis en me basant sur des groupes de travail avec les officiers, hein, les officiers camerounais qui sont dans l'armée américaine, qui sont dans l'armée anglaise, qui sont dans l'armée française, etc. Avec des officiers camerounais de l'armée camerounaise, avec des officiers qui ont été formés à Saint-Cyr. Et je sais que les soldats qui sont sur le front là, parce que c'est eux qui sont sur le front, on prend d'habitude des enfants qui sortent à peine de l'école. Ils n'ont même pas fini leur formation. On les envoie au front directement. Et ils sont littéralement tués. Donc, on envoie sur le front, c'est la chair à canon qu'on envoie sur le front. Et là, c'est un. La deuxième chose que moi j'aimerais dire, c'est qu'il faut s'en rendre compte aussi. Et là, c'est ma connaissance du terrain. Parce qu'avant d'être arrêté moi-même, j'avais fait le terrain, c'est-à-dire que je suis allé au quartier, n'est-ce pas, à la gendarmerie, au CED, j'ai causé avec les soldats là-bas, avec les officiers, j'ai eu des sessions avec eux. Sur le terrain au Nosso, n'est-ce pas, j'ai fait le tour, j'ai rencontré les soldats, j'ai causé avec eux. Ce qui est essentiel de savoir, c'est que les soldats qu'on envoie au front sont tous francophones. Et là, c'est fondamental, sont tous francophones. C'est-à-dire que l'armée camerounaise, l'armée nationale camerounaise est bilingue. Et c'est unique, quoi. On n'a jamais vu ça. L'armée camerounaise est bilingue.
L'armée camerounaise qu'on envoie contre Boko Haram est bilingue. Mais l'armée qu'on envoie contre les anglophones est francophone. Contre les anglophones est francophone. Expliquez pourquoi, prof. On envoie l'armée contre c'est-à-dire les soldats qu'on envoie contre les anglophones sont francophones. Parce que le ministère de la Défense a décidé spécifiquement de mener une guerre frontale. Une guerre frontale, c'est quoi? Une guerre frontale, c'est une guerre qui est sociologique, c'est-à-dire que on appelle ça ethnic cleansing. On sépare la population. On la sépare comment? On la sépare sur la base de la carte d'identité, c'est-à-dire, en fait, l'armée procède d'habitude par rafle. On arrive, on rafle, et donc, lorsqu'on rafle, on dit vos cartes d'identité. On vous arrête tous. Mais vous allez vous rendre compte que lorsque vous allez aller en prison, ce n'est que les anglophones qui vont aller en prison. Les francophones ont été libérés. Donc, on enlève les francophones. C'est ça qu'on appelle nettoyage. On nettoie. On enlève les francophones. On n'enlève pas devant les anglophones. On enlève derrière. On dit toi pas, toi pas, toi pas. Et finalement, lorsque vous vous retrouvez en cellule, il n'y a que les anglophones. Voilà. Donc, c'est ça le nettoyage. Le nettoyage, donc, c'est un acte social qui a lieu dans la population, avec la population. Mais le nettoyage a aussi lieu au niveau de l'armée, c'est-à-dire par l'affectation. Ceux qu'on envoie, n'est-ce pas, sur le front, on les envoie en mission sur le front. Il y a une mission à Kolfata, il y a une mission à Bamenda, il y a une mission à Kumba, et ils le font de manière rotative. Donc, ceux qu'on choisit, ce sont les francophones, et ce ne sont pas les anglophones. Prof, this is very interesting. Could you explain this in English? Because we are speaking now to all Cameroonians, so that, Prof, there is, I mean, with you, your life's an open book. You are an activist. So, I mean, you are addressing our people, our brothers and sisters on both sides of the Mongo. I think when one family is hurt, all of us are hurting. When one army is dead, all of us suffer the consequences. And also, the children of these leaders are studying far abroad. They are studying outside of the country, waiting for the country, for the poor to kill themselves, for them to come and continue their reign. Could you just explain what you have just told our French-speaking brothers and sisters, the strategy that the government employs in the English zone, please? Yeah, of course. What is important is, what is our starting point? The starting point for all of us is what one calls a national army. A national army in Cameroon is national not because it is made of Cameroonians. That is one precondition. But it is national because it is bilingual. It is bilingual, it is multi-religious, so you have people of Islamic faith, of Christian faith. It is multi-gender, so you have women, you have men. That is the national army in its composition. So it is diverse. That is national army. During the time of war, the national army reacts. And Cameroon has multiple fronts of war, one of which is against Boko Haram in the north. Boko Haram. So if you take all the soldiers who are sent to fight against Boko Haram, you will see no discrimination in the body of that army. So you will see Anglophone soldiers, you will see Francophone soldiers, you will see Nordist soldiers in that army, and specifically Nordist soldiers, because the army in the north wants people who sympathize with Boko Haram to see that the army is their friend. It is not the same strategy that's applied in the Northwest and Southwest. And that is fundamental. And it's something I have described since 2017, again and again. I've seen it on the ground when I was on the ground, and I spoke with low-ranking and high-ranking military people
in the Northwest and Southwest. And their description was always the same. Now, you can take all videos you have coming from the Northwest and Southwest, all of them, depicting soldiers, videos made by soldiers themselves, videos showing soldiers in action, and they tape themselves. They tape themselves because they use it as a proof of them being in danger to be able to get what they call mbuma. So they have to tape themselves. You remember before they were taping themselves, putting a gun on an Amba who was killed, or somebody. Yes. Actually, yeah. When they kill, they place a gun on the dead Exactly. body. So and they use that photo to go to the military command and get 30,000 francs. They use that video to get those 30,000 francs, and those 30,000 francs are called mbuma, M-B-U-M-A. So it's a proof, it's part of the proof that they were in danger. That's okay. Paid to kill. Exactly. So now, because they tape themselves, it's also possible to use those videos to have a sociology of the army that is involved in action in the Northwest and Southwest. And you will see all of them, without exception, all of them are Francophones. That all of them are French speaking, yes. All of them, without exception, in 3 years of combat. I've never seen a video, never, ever seen a video taped by soldiers of a national army that are not Francophones. That is the problem. It means there is a cleansing that has happened. Ethnic cleansing of the national army, which is to say that soldiers who are appointed in the Northwest and Southwest are only Francophones. I'll even go further and say that they are not only Francophone, most of them are specifically Bulu, are specifically from the South, specifically. So we can go further and you'll realize that it is grounded. And that is based on appointment, and it is cleansing. Now, cleansing is happening also on the other side, which is to say that the army comes and does what we call kale, which is rafle. They call it rafle. They simply come and close up the whole neighborhood, close all roads and streets, and arrest everybody. All of you just come here, and they arrest you. It is an old strategy of the colonial army. Now, when they arrest everybody like that, they bring them to the camp, and we've had videos of them being in the military barrack. They are there in the military barrack. They are not yet in jail. They are just in the military barrack. So their IDs are being controlled. They are being identified, etc. They stay there maybe for a day, for an afternoon, etc. You can come the next day. You will realize that bunch, the bunch was multilingual before. The bunch was Anglophones and Francophones because our people are mixed. So you have the bunch during the first day as a mixed bunch. Come the next day. For those who now will be sent to prison camps in Buea, in Bamenda, or in Yaoundé, in Douala, all of them are Anglophones. All of them. So that is now cleansing on the social level. So that is the crime. That is the crime against humanity. Because the humanity of the English-speaking population is denied. And that is the complicity of the army in committing ethnic cleansing. Prof, thank you very much. I hope you have really explained this to the international community to hear, because there is a lot that's being done when the lights are turned off. And what you have just exposed is an inside operation of the minds of these people. And I believe that such information comes to you because of your wide connection. You have ears and
foot soldiers on the ground who are feeding you with this information. Thank you for your activism. Prof, s'il vous plaît, veuillez parler aux jeunes et aux politiciens camerounais de l'avenir du Cameroun. Moi, je pense que on ne peut pas avoir un État, on ne peut pas avoir un pays lorsque, à l'intérieur de ce pays, il y a des citoyens de seconde zone. Ça ne peut pas avoir lieu, ça ne peut pas marcher, ça n'aura jamais lieu. Et on ne peut pas avoir un État, on ne peut pas avoir un pays lorsque dans cet État et dans ce pays, il y a toute une région dont les ressources sont spécifiquement exploitées contre la volonté et contre le bénéfice de cette région-là. Et nous parlons ici de la région anglophone. Et donc, ça veut dire que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est un problème qui, en fait, a tout simplement trouvé un autre moyen d'expression, un moyen différent d'expression. Parce que si quelqu'un essaye de réfléchir, vous allez vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que depuis 1990, c'est-à-dire depuis 20 ans après la réunification, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que l'opposition camerounaise a toujours été anglophone? Pourquoi est-ce que le leader de l'opposition camerounaise était un anglophone, John Fondi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que durant le parti unique, n'est-ce pas, personne ne parlait, mais dès que les gens ont commencé à s'exprimer, la première opposition camerounaise a été anglophone. Le Cameroun est le seul pays où le pouvoir est francophone, l'opposition est anglophone. C'est le seul pays sur la Terre où c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre pays où, même en France, où le pouvoir est français et l'opposition est allemande. Ou en Espagne, le pouvoir est espagnol, l'opposition est... Non. Même ici au Canada, qui est comme le Cameroun. Il faut comprendre que le Cameroun, tel qu'il est structuré, n'est-ce pas, a à l'intérieur de l'État, un État qui est en train de réclamer sa propre existence. Et c'est de quoi il s'agit. C'est-à-dire que cet État-là, pendant un certain moment, a réclamé sa propre existence sous la forme de l'opposition structurelle. Et maintenant, cet État-là réclame sa propre existence sous une autre forme. C'est tout simplement ce qui se passe. Donc, si on le comprend, l'histoire camerounaise récente devient logique, elle devient plastique, c'est-à-dire on comprend que le SDF, qui a été et qui demeure l'opposition structurée au Cameroun, indiscutable, a été l'articulation à un moment bien précis, sous une forme bien précise qui est, n'est-ce pas, parlementaire, de la voix d'un État qui existait avant. Et donc aujourd'hui, ce qu'on appelle l'Ambazonie exprime exactement le même besoin d'existence que le SDF avait. Donc, il y a une continuité. Si on le comprend, l'histoire camerounaise devient logique. Et lorsqu'on rentre même dans le passé, durant les années 80, on va prendre Gorgé Dinka, n'est-ce pas, toute la génération qui a été menée à l'exil. Hein, c'est ce qu'il demandait. Il ne demandait pas moins que ça. C'est-à-dire la reconnaissance structurelle d'un État dans l'État. On ne peut pas gérer un État dans l'État sous la forme de citoyens de seconde zone. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas et ça ne marchera pas. C'est-à-dire que si nous ne pouvons pas le faire, nos enfants vont demander. Si nous, on ne peut pas le faire, nos enfants vont le demander. Ouais, merci beaucoup, prof. À mon avis, je sais que nous sommes condamnés à vivre comme voisins. Parce que maintenant, le Cameroun, d'après moi, ne peut pas, disons, comme président Biya dit, le Cameroun indivisible. Pourquoi ceux qui sont morts, ils sont morts pourquoi? Ils se disent que c'est un peu comme ça. Ou bien comme au Tchad, où Idriss Déby, il avait son armée, et l'armée marche et il devient président. Moi, je dis qu'il se trompe. Je vais prendre deux exemples. Je vais prendre l'exemple de l'Afghanistan. Les États-Unis ont été en Afghanistan pendant 20 ans. De 2000
2001 à 2021. Avant ça, c'était les Russes. Voilà. Est-ce que les États-Unis ont gagné la guerre en Afghanistan? Non. Non. Donc, Biden est en train de sortir d'Afghanistan. Les talibans sont en train de revenir. Est-ce que les talibans avaient occupé une ville? Non. Ils s'étaient seulement calmés, quoi. Ils avaient laissé le temps passer. Ça, c'est secret. Oh, well, those are words of wisdom. Ils avaient laissé le temps passer. C'est-à-dire que ils savent qu'une armée d'occupation, il faut occuper toutes les maisons, toutes les chambres, même dans les cuisines, il faut un soldat pour pouvoir gagner. Parce qu'il suffit qu'une bombe explose à côté. Aujourd'hui, c'est à Bamenda. Il suffit que demain, on tue un soldat à Boya. Après, demain, on décapite un autre à Momo. 3 semaines après, un autre est éventré, je ne sais pas trop, à Mamfé. Ça crée une psychose générale qui fait qu'il y a un pourrissement. Et cette psychose reste pendant 20 ans. La guerre. Prof, ce que vous avez dit, si j'étais armé, je me demande maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que ma vie est importante? Qu'est-ce que je fais à Bamenda ou au champ de bataille? Est-ce que ma vie est importante? Surtout que plus la guerre passe, plus les soldats qui vont aller là-bas seront francophones. Parce que les soldats anglophones, les jeunes anglophones refusent d'être recrutés. Il faut voir le recrutement à Boya, il n'a plus lieu. À Bamenda, il n'a plus lieu. C'est à Douala maintenant qu'on recrute quelques anglophones. Mais dans 10 ans, il n'y aura plus. Donc l'armée sera absolument francophone. Mais je voulais dire, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le deuxième exemple, j'ai dit que j'avais 2 exemples. Le deuxième exemple, c'est la guerre en Éthiopie. La guerre en Éthiopie, n'est-ce pas, le gouvernement éthiopien a décidé unilatéralement de faire un cessez-le-feu. Unilatéralement, de signer un cessez-le-feu et de retirer ses troupes, n'est-ce pas, du Tigré. Unilatéralement, de signer un cessez-le-feu, de décider de cessez-le-feu et de retirer ses troupes du Tigré. C'est un gouvernement qui l'a fait. Et ce gouvernement-là a gagné les élections après. Donc, ça ne veut pas dire qu'il a perdu les élections à cause de ça. Non. Parce que c'est ce que la population voulait. Actuellement, aucun Camerounais sérieux ne veut la guerre au Nosso. Personne. Donc, pourquoi est-ce que le gouvernement fait la guerre au Nosso? Pour s'enrichir. Mais aussi parce que la France le veut. Mais aussi parce que la France le veut. C'est pourquoi il y a cette guerre. Mais les Camerounais ne veulent pas cette guerre. Les francophones ne veulent pas cette guerre. Elle est menée parce qu'elle enrichit quelques généraux. Biya, il est à Genève sur l'argent qu'il prend, n'est-ce pas, à Rio del Rey. C'est pourquoi c'est avec ça qu'il finance son séjour à Genève. Sinon, c'est la France. Parce que c'est une compagnie française, Perenco, qui a la même mise sur le pétrole en Ambazonie. Les populations elles-mêmes ne veulent pas. Comme quoi, le cessez-le-feu unilatéral et puis retirer les troupes, démilitariser. Démilitariser, c'est ça, la zone. C'est ce que tout le monde veut. C'est ce que chacun veut. Et lorsqu'on va venir là-dessus, on va se rendre compte que, un troisième exemple que j'ajoute, le Mali. En 2013, la France a dépêché les soldats français au Mali, y compris d'autres soldats, etc. Est-ce qu'ils ont gagné? Nope. Macron est en train de dire qu'il va retirer les soldats français. Il les retire. Est-ce qu'ils n'ont pas gagné? Donc, avec ça, au nord-ouest et au sud-ouest, il n'y a pas une vision de ce que gagner veut dire. Gagner veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Donc, on a une armée qui est en train d'être défaite, qui est en train d'être mise à genoux et qui est en train de commettre un crime contre l'humanité, mais un crime qui va revenir sur la table, quel qu'en soit le cas. Donc, je redis encore aux soldats, sauvez-vous, désertez, ne soyez pas complices d'un crime contre l'humanité,
Et ne soyez pas complice d'une armée qui est en train d'être défaite et qui sera défaite. Voilà ce que je dis. Prof, merci beaucoup. Vous avez touché du thème de colonialisme et théorie de la violence. C'est ce que vous avez étudié et vous avez bien élaboré sur cela. Prof, je voudrais vous demander, vous savez bien dans l'histoire que le Sud Cameroun avait eu son indépendance le 1er octobre 1960. Et puis en octobre, 1er octobre 217, M. Ayoub Tabé, qui est maintenant en prison, il avait annoncé ou bien célébré le 1er octobre, le jour de l'indépendance. Octobre vient dans quelques mois. Quel est votre message sur la célébration du 1er octobre 2021, marquant l'indépendance du Sud du Cameroun? Est-ce que vous avez une pensée, un message? D'après vous, que pensez-vous? Je pense qu'il faut toujours se rappeler d'abord des morts. Il faut penser aux morts, à ceux qui ont perdu leur vie. Là, c'est la première des choses. Il faut penser à eux. Il faut penser aux familles de ces victimes, parce que ces familles ont perdu des personnes qui étaient chères, des fils, des mamans, des papas, parfois des grands-pères, des grands-mères. Il faut penser aux victimes. Il faut penser, et je pense, n'est-ce pas, aux réfugiés, ceux qui sont au Nigeria, dans la brousse, qui sont dans la zone francophone, n'est-ce pas, qu'on appelle les déplacés internes. Il faut penser aux prisonniers. Parce que le Cameroun est en train de commettre un crime absolu. On enlève des gens de leur village, on les juge en français à Yaoundé ou à Douala. Au tribunal militaire, on les condamne à des peines extraordinaires. Il faut penser à tous ces gens-là. Mais aussi, surtout, il ne faut pas seulement penser. Il faut agir de telle sorte que, d'une part, ce crime-là soit connu, c'est-à-dire qu'il faut en parler. Il faut agir de telle sorte que ce crime-là s'arrête et qu'il faut faire tout pour que Biya soit chassé. Et l'une des solutions à ce problème, vraiment, c'est déjà que Biya soit chassé. C'est une des solutions. Et les précédents sont là, c'est-à-dire on peut même prendre l'Éthiopie, encore on peut prendre même le Soudan, etc., etc. Donc, ils sont nombreux les précédents. Cependant, il faut agir en conséquence. Et donc, c'est ce que moi, je dirais. Il faut soutenir ceux qui se battent pour la libération de notre peuple ambazonien. Il faut les soutenir. N'est-ce pas? Il faut s'organiser pour les soutenir. Voilà ce que moi, je dirais. Well, Prof, that's very, very important. You are speaking to our people. And what you have just said is just very, very powerful. I would also want you to speak. You have Ambazonians behind you. This is also a moment for you to say what you have said to our brothers and sisters on the east side of the Mongo who speaks French but may not understand English. And by the same coin, we have brothers and sisters on the west side of the Mongo who do not speak or understand French very well. I don't want to be presumptuous, but I would ask you the same question, that really history holds that the English Cameroon, the British Southern Cameroon, which is now in the Republic of Ambazonia, had its independence 1st of October 1960, of which French Cameroon had its independence 1st of January 1960. In 2017, the leader of the British Southern Cameroon, today the Ambazonia,
Mr. Sissiko, who is now languishing in jail in Yaoundé, French Cameroon, restore the Independence Day of the British Southern Cameroon, 1st of October. We are a few months away from celebrating that 1st of October. Could you please tell your brothers and sisters, our people who are listening to you and who have been following you passionately, what are your thoughts as we look forward to this celebration? You know, I think, first of all, I think about the dead. It is important. That's where we start. You have to always remember those who sacrificed their lives for us to, for us to have a ground. Even the country in which I live, people sacrifice their lives for that country to exist. So they picked up guns and they fought for it. As a matter of fact, you don't have lots of countries where people simply, come and eat everything without having people having sacrificed their life before them. So and I think about the dead before. That is number one. So, and I think of, the families of the dead. So those who love them, those who felt the loss first, because it was a brother, it was a sister, it was a mother, it was a father, a grandfather who was killed. So they feel the pain first because they are the people who had that wounded or that killed person as their brother, their kin. So we should think about the families of those who died. And then it is important to think about, those who have been displaced. They are either in the bush or they're in prison, or they are displaced because they are in francophone part of Cameroon. So I think about them really every single day. I think, how are they surviving? How are they doing? It is difficult to ask or to think about without having a feeling that you awaken pain. Because most people, I've seen people devastated. I've actually seen people lose their mind. And so I think of all those who have been displaced, and I really vividly think of them. But also, I don't only think, I think it is important to organize oneself, to do something for the people who are victims, to do something for the people who are displaced, mm-hmm. and to do something to make sure that those who are incarcerated actually are not brutalized, that they are not brutalized by the regime that tries them in French, sentences them in a language they do not understand. And doing something means, to collectively put funds, to organize oneself, to make sure that their voice is heard, that their case is heard, that they are understood. Because I always remember this, a war, one tends to say in our particular case, you have Africans, they kill each other because of European languages. I said, great. Have you thought of England and Ireland? They fought because of religions. Catholicism and Protestantism, actually, they had nothing to do with it. But that was the basis of their fight. And Ireland became independent on the basis of that, Catholicism. They did not want to be Protestant, full stop. And so, if it is not articulated, people will say, why should people from England actually and people from Ireland kill each other? They are all white anyway. But because those who were fighting articulated the wish of the people who were fighting, their reason became understood. So the same with Ambazonie, it is important to again and again explain why one is fighting. It is important to again and again explain why one has decided to fight. Not only for oneself, for one's dignity, but specifically for the people in general, for people who are not Cameroonian, who are African, for people who are from the West, etc., for them to understand. So there is no loss in taking 1 minute, 2 minutes to explain. And when you explain,
you are helping those who are incarcerated, and you are making sure that those who died did not die in vain. Prof, did I lose you? No, I'm here. Yeah, the last part of your, I think my internet a little bit unstable. I didn't get. I can say it again. I was saying that when you explain, Yes. when you articulate the reason why people fight, you make sure that those who died in that struggle did not die in vain. Yeah. Because people understand why they picked up the gun, they understand why they are hiding in the bushes, they understand why they were displaced, they understand why they are struggling. Because then people understand the reason of their struggle. And most people, nobody accepts slavery. And slavery has many forms. It has the form of religion, it has the form of skin color, it has the form of language, it has the form of gender, etc., etc. But nobody accepts it and nobody should accept it. So it is important to explain what is happening for the sake of the very people who died, for the sake of the people who are incarcerated, and for the sake of the people who have been victimized. Thank you very much, Prof. Prof, how are you doing? I mean, we are out here. You can only dream of the home that you left behind, the cradle, the friends that you went to school that you would have loved to sit and maybe on a vacation like this, go home and just have fun and talk of the old days, visit old grandpa in the village, go to the farm and have. You are here and you and I are here. I am just wondering how you really deal with it, looking at it from outside and with that nostalgic and you look at home, and then home is a place where you go, you may not, you are not welcome. So how are you? No, I'm quite well. I think what I can say, I'm blessed. You have to remember this. 4 years ago, I did not know you. 4 years ago, I did not know Francis. 4 years ago, I did not know the hundreds of Ambazonians I know now and today. It is a fact. As a Francophone, I say, Francophone, there was no reason why I will actually cross the Mungo. So what I'm saying is that this struggle opened my eyes to a situation I did not see, my mind to a condition I did not know, and to people I actually didn't even know existed. And that is my new family. What we are talking about is called exile. Exile, I'm not the first one to go through that. It's a new humanity. I think I've accepted it totally. And I'm actually happy. I mean, we've been together now for how long? We've been through so many struggles. Yes. Well, I mean, when I call you, you call me your brother. You see, this is really an amazing grace, the fruit of that amazing grace, Exactly. Yeah. So, the rest is not significant, I think. So I am doing great. I'm glad I hope you are doing great. How are you? I'm doing well. I'm glad that we can see. You see, we can see. Francis, are you there? I am. Well, you have been listening quietly. You've listened to what... I hope you didn't have tears in his eyes. You have listened to what... I was off camera, so I had to clean my eyes before I came on. You have been listening to what our brother, the professor, has said. And let me give the opportunity for you for your voice and what you have to say, please. Join the discussion. No, thank you. I think I've keenly listened to the conversation that has been going on. We're lucky to have Professor come and share a little bit of the insight about the reason I was touched, or you brought a little bit of more reasoning to some of the pictures that I've been seeing with soldiers in Ground Zero, in the front of the fighting, with all the pictures that I've been seeing and the videos, because I've always asked myself why. So when you talked about, I think it was Mbuma, you said,
and things like that. It was an eye opener to me, and it began to at least explain some of these things that don't make sense. Why we are seeing some of this, and even soldiers filming themselves, in my opinion, committing crimes. I don't know why somebody would turn the camera on when they're in the middle of some of these terrible acts. But what you've explained, I think, it's brought a lot of wisdom to all of us, and we're happy for that. Thank I you. also liked the call that you made for October 1st, for the reason why we celebrate. Sometimes people forget that that is not just, as you mentioned before, about the difference in language, but it's also about dignity, and it's also about people standing for themselves and history. And it's good that on October 1st we should always remember that. So thank you for reminding all of us about that. You're welcome. You're welcome. Well, Prof, I know that you are a tireless fighter, and not only that, you're an activist for human liberation, and where there is injustice everywhere, I know your voice will be in. I cannot really thank you enough, Prof. And I recall the days that you had to leave New York and come to Lowell and walk the streets. Francis was there. You were there with the mayor of Lowell, and that is just the spirit of an activist. You move and go where you can do a little bit of what you can do to bring peace to mankind. So on that note, Prof, I really, really, really thank you very much. And then the struggle continues. And we didn't choose this fight. And as for 60 years, you will really see that if we are coming to this point, is because the other side, we send them an olive branch. They showed us guns. And you cannot live that way, but we know that we are condemned to be neighbors. We can still live peacefully in that land, on that continent, as Africans, even though we were broken apart by the white man with these imaginary lines. And my dream is that the Cameroons, Ambazonie, will be liberated. French Cameroon will also be what it is, and that our two nations and will live together. But so, Prof, any closing remarks before we sign off, please? You have been a wonderful person to listen to, and your wisdom is quite refreshing all the time. No, the thing I will say is that I'm always here, so you just tell me what I shall do and when, and be reassured I will always certainly do that. And from New York, you are seeing and hearing from Professor Patrice Ngana. Thank you very much. And that brings to a close this special edition of African Hours. Mesdemoiselles, Messieurs, merci pour votre attention. Je veux aussi remercier notre frère, notre professeur Patrice Ngana, parvenant de New York. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. You must speak. I can't. You must. It's our only hope. Sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful.
but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls. Even now, my voice is reaching millions throughout the world. Millions of despairing men, women, and little children. Victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die. And the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with soldiers. Don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men. The people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite. Tu ne sais pas que moi je suis un chef combattant. Moi je suis un chef combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de camarades ou moi. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié, mon ami. J'ai tué français, j'ai tué allemand, j'ai tué anglais. Moi j'ai tué tchécoslovaque qui m'a gueulé pas. Chef combattant, on a soupiré, m'a gueulé pas. La guerre mondiale, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La guerre mondiale, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand les armes parlent, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand la balle siffle, il n'y a pas de choisi. Si tu fais pas Bichangui, mon chéri, avec le coup de matraque, tu n'as pas d'entrée. Ton père, ta mère, les enfants, les rois, les reines, tous les présidents, les ministres, les militaires et tout le monde. Les enfants de troupes suivants. Pourquoi la guerre, pourquoi la guerre, pourquoi la guerre? La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand vient la guerre, tous nos bébés affamés. Quand vient la guerre, tous nos enfants affamés. Le coquin ne va plus le coquin, cocorico. La poule ne va plus pouler les œufs. Le footballeur ne va plus le footer, pousser les ballons. Les joueurs, les arbitres, le sifflet, même les ballons, les équipes, diable noir, étoile du Congo, Zara, et le jeu folle, les deux barres, pour les mondiaux, l'équipe de France vivante. Non à la guerre. Non à la guerre. Ne jouons pas avec le feu. Non. Non. La bombe, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La bombe atomique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Le persiste, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Un cherche-main, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les armes chimiques, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les armes non conventionnelles, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Le nucléaire, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Le terrorisme, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand vient la bombe, tout le monde est bombé. Quand vient la bombe,
tout le monde est bombé. Ton pays bombé, l'URSS bombé, les États-Unis bombé, la France bombé, l'Angleterre bombé, l'Espagne bombé, l'Irak bombé, le Mali bombé, le Rwanda bombé, Burkina Faso bombé, les bêtes bombées, mes moutons bombés, mes amis bombés, toi là-bas bombé, ma poitrine bombée.